certaine. On monte dans une voiture, on tape scrupuleusement la même adresse dans le GPS et on laisse le pilote automatique faire le travail. Ouais, le trajet ultra classique, quoi. C'est ça. Tous les jours, c'est rigoureusement le même trajet, le même paysage qui défile. L'esprit vagabonde, le corps est là, mais l'attention est complètement ailleurs. Bah, et c'est une situation super prévisible, très sécurisante. Il y a zéro place pour l'imprévu. Exactement. Et le cerveau adore ça, non? Ah bah, le cerveau humain raffole de ce genre de scénario. D'un point de vue évolutif, la routine, c'est une stratégie d'économie d'énergie massive. Genre, on se met en veille. Tout à fait. Notre cerveau consomme une quantité astronomique d'énergie. Donc quand tout est balisé, que l'environnement est connu, la charge cognitive s'effondre. On est dans une petite bulle de familiarité. Et notre système d'alerte s'endort un peu. Voilà, l'amygdale passe en mode veille. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, imaginons qu'en plein milieu de cette autoroute parfaitement balisée, on décide, mais genre délibérément, d'arracher le GPS du tableau de bord et de le jeter par la fenêtre. Oula, adieu le guidage. Fini. Fini la douce voix qui dit où tourner. Fini la sécurité, on est dans le flou total. Là, on déclenche un véritable séisme psychologique. En détruisant ces repères comme ça, on force le cerveau à sortir de son petit mode d'économie d'énergie. Il repasse en mode survie. Carrément en mode de survie actif. C'est brutal, mais c'est souvent le seul moyen de réveiller un système qui s'est engourdi avec le temps. Et c'est précisément le cœur de notre plongée dans les sources aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où on décortique les idées en profondeur. Je suis ravi d'être là pour en parler. Notre mission du jour, elle s'articule autour d'une source audio vraiment captivante. Et il faut vraiment souligner le format, c'est un podcast. Un format hyper intime. C'est ça, c'est une conversation brute enregistrée entre un animateur qui s'appelle Sofiane et son invité, un jeune homme prénommé Lucas. Et le fait que ce soit un podcast, bah, ça change absolument tout à notre analyse. On n'a pas affaire à un essai philosophique hyper lissé ou un manuel clinique, quoi. C'est du direct, avec les hésitations, les rires nerveux. Les silences aussi, ça instaure une intimité immédiate. Les anecdotes de Lucas sur son voyage en solo en Corée du Sud, elles sont incroyablement vulnérables. Tellement transparente. Et cette transparence, elle va nous permettre de décrypter la psychologie complexe du voyage en solitaire. Le vrai fil conducteur. Pourquoi briser une routine confortable pour se confronter à l'inconnu, à un truc qui nous terrifie? C'est le meilleur moyen de découvrir nos vraies capacités. Ben, pour comprendre ça, il faut déjà regarder le point de départ. Dans le récit de Lucas, le voyage, il commence pas du tout à l'aéroport. Ah non, pas du tout. Il commence au moment précis où la douleur de rester le même devient supérieure à la peur de changer. C'est le fameux déclic existentiel. Dans l'enregistrement, Lucas peint un tableau qu'on connaît tous, je pense. Ce ras-le-bol du fameux boho, nétro, dodo. Little Love Silore. Ouais, c'est pas une tragédie grecque, c'est juste que chaque jour est la copie conforme de la veille. Et face à Sofiane, il lâche cette phrase. « Mais c'est ça ma vie !» Cette question, elle marque une rupture. C'est de la dissonance cognitive. Pendant des années, Lucas a idéalisé la Corée du Sud. La culture, la bouffe. Tout ça. Et ce rêve lointain, ça agissait comme une soupape de sécurité mentale. Tant que c'était abstrait, ça l'aidait à supporter sa routine. Le rêve, c'était un pansement. Sauf qu'à un moment, le cerveau veut plus de la fiction. Exactement. Il passe à l'acte. Et c'est là que la mécanique est folle. Il achète le billet d'avion en ligne, et la réaction, c'est pas du tout la joie ou le soulagement. Ah non, c'est la panique pure. Il regarde l'écran et il dit « Oh mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, pourquoi accomplir un désir profond déclenche une terreur pareille? On est censé être refait quand on réserve des vacances, hein? Ouais, mais la nuance, elle est dans le passage de l'abstrait au matériel. Tant que c'était un rêve, zéro effort. Mais le clic pour acheter le billet, C'est irréversible. c'est ça? Le cerveau réalise que l'environnement prévisible va être détruit à une date précise. Sa zone de confort vient de s'effondrer, même s'il est encore dans son canapé. Le cerveau déteste l'incertitude concrète. Bien plus qu'une routine ennuyeuse, oui. J'adore visualiser ça avec l'image des montagnes russes. La routine, c'est la file d'attente du manège. On piétine, c'est super long, on s'ennuie. Mais on a les deux pieds bien ancrés au sol. Voilà. L'achat du billet d'avion, c'est le moment où on s'assoit dans le wagon et on tire le harnais de sécurité. Et on entend ce gros claque métallique. Et à cet instant précis, l'illusion de contrôle s'évapore totalement. Le harnais est verrouillé. Et la panique de Lucas, son « qu'est-ce que j'ai fait ?» c'est le cliquetis insoutenable quand le wagon monte vers le sommet. Ce clac-clac-clac inexorable avant la chute libre. Grave. Le corps entier se rebelle contre ce qui va suivre. Et l'erreur commune, tu vois, c'est de croire que l'achat du billet, c'est la chute.
Non, l'achat rend la chute inévitable. Et le vertige de l'anticipation est pire que l'action elle-même. Souvent, oui. L'imagination crée des scénarios catastrophes incroyables. Pourtant, la réalité qui attend Lucas en sortant de l'avion, elle lui fait pas de cadeau non plus. La chute libre commence vraiment sur le tarmac de Séoul. L'immersion est brutale. Il atterrit complètement épuisé et il se prend un mur. Un environnement où tout est encodé dans une langue et un alphabet qu'il connaît pas du tout. C'est bien plus qu'un choc culturel. C'est une forme de privation sensorielle. Depuis l'enfance, on lit notre environnement de façon inconsciente. Genre un panneau stop, l'intonation d'un vendeur. Voilà, le cerveau traite ça en arrière-plan. En Corée, soudainement, Lucas devient presque un analphabète fonctionnel. Tout demande une concentration de malade. Chaque détail exige un effort conscient épuisant. Ce qui explique la première anecdote tragicomique qu'il raconte dans le podcast à Sofiane, l'histoire du métro. Ah oui, un grand moment ça. Une action triviale en temps normal, il s'engouffre dans une rame et il part dans la direction totalement opposée à son logement. Et il y reste pendant 40 longues minutes. C'est énorme, 40 minutes. Tout en se disant intérieurement, c'est bizarre, les rames se vident, il n'y a plus personne. Enfin, comment on peut ignorer des signaux d'alarme pareils pendant presque 1 heure? Faut surtout pas sous-estimer la puissance de l'illusion de contrôle face à l'inconnu. Face à la surcharge cognitive écrasante, le cortex préfrontal, qui gère la logique, il sature complètement. Donc, il cherche désespérément une certitude. C'est ça. Il a pris une décision. Monter dans ce train. Faire demi-tour, ça signifierait admettre qu'il est perdu, qu'il est vulnérable dans un environnement hostile. Donc le cerveau préfère s'enfoncer dans le déni. Il justifie sa mauvaise décision plutôt que d'affronter l'angoisse de la désorientation. C'est un mécanisme de défense hyper classique. C'est fou de se dire qu'on préfère avoir tort avec conviction plutôt que d'admettre qu'on est paumé. Complètement. Et c'est pas la seule fois. Ça nous amène direct à la scène du restaurant, qui est le sommet de cette logique de défense, je trouve. Ah, la fameuse scène du menu. Il entre, il n'y a aucune image sur le menu, aucune traduction. Pour faire bonne figure, il pointe un plat au hasard absolu. La roulette russe culinaire imposée par la barrière de la langue. C'est exactement ça. Et la sanction tombe vite. On lui sert un truc d'une violence épicée inouïe. Il raconte qu'il transpire à grosses gouttes, non? Les larmes coulent littéralement sur ses joues, le palais en feu, mais il s'obstine. Il force chaque bouchée pour, je cite, ne pas perdre la fesse. Devant des inconnus. Ouais. Est-ce que c'est juste de l'orgueil mal placé? S'infliger une douleur physique pour pas avoir l'air bête devant des gens qu'il reverra jamais? C'est une super question. Mais l'orgueil, c'est juste le symptôme, en fait. La cause profonde, ça relève de l'instinct de conformité sociale. Un truc hérité de l'évolution. Exactement. Quand t'es isolé dans une nouvelle tribu dont tu maîtrises pas les codes, ton instinct de survie primaire te hurle de pas attirer l'attention sur ton incompétence. Signaler sa faiblesse, c'est risquer le rejet. Voilà. Dans l'inconscient primitif, c'est ça. Lucas s'inflige cette torture parce qu'il cherche désespérément à simuler son appartenance. Non? C'est clair. La serveuse finit par capter sa détresse. Elle s'approche, elle éclate de rire face au ridicule de la situation et elle lui pose un verre de lait sur la table. Pour apaiser la brûlure. Et cet instant précis, ça fait basculer toute l'histoire. Pourquoi, à ton avis? Parce que l'intervention de cette serveuse, ça brise le masque de Lucas. Ce verre de lait offert avec le sourire, c'est de la communication non verbale, hyper pure. Elle se moque pas méchamment de lui. Non, son rire reconnaît le côté comique, mais son geste valide la souffrance. Ça prouve un truc psychologique très fort. C'est pas notre perfection qui nous connecte aux autres, ce sont nos vulnérabilités. L'armure de Lucas s'effondra. L'erreur crée ce pont que la perfection essaie de construire en vain. Et cette connexion inattendue, c'est le pivot parfait pour aborder le grand paradoxe de cette expérience. Lequel? Lucas prend un billet d'avion pour l'autre bout du monde, pour fuir la société, pour être totalement seul. Et pourtant, tout son récit à Sofiane tourne autour de l'importance des autres. Ah oui, l'isolement volontaire agit comme un révélateur photographique des liens sociaux. Quand on enlève l'entourage familier, l'inconnu prend une place vitale. Dans le podcast, Sofiane l'interroge là-dessus. Et Lucas répond quoi? Il raconte que malgré la barrière de la langue, les locaux faisaient des efforts monumentaux pour l'aider, l'orienter, lire une carte avec lui. Et il résume ça par « même seul, on n'est jamais vraiment seul ». C'est très beau. Ça fait réfléchir sur notre propre comportement. Ici, si un inconnu nous aborde avec insistance dans la rue, notre premier réflexe, c'est la méfiance. Le cynisme habituel. Est-ce que perdre la maîtrise de la langue, régresser au point de plus pouvoir formuler une demande claire, ça désactive nos mécanismes de défense sociale? C'est une vraie mécanique de désarmement,
Dans notre quotidien, on porte tous une armure sociale. On anticipe les arnaques, on analyse les intentions, Parce qu'on connaît les règles de notre société. voilà. Mais le voyage solo extrême, ça supprime tout le filet de sécurité. Tu peux plus argumenter, tu peux plus te défendre avec des mots. On se retrouve vraiment dans la position d'un enfant. On doit faire confiance aveuglément. C'est un saut dans le vide. Tu t'en remets à la bonté de l'autre. Et les neurosciences sociales montrent que la vulnérabilité sincère déclenche très souvent un instinct d'assistance. Les fameux neurones miroirs. Exactement. L'interlocuteur capte la détresse et ça le pousse à l'altruisme. Et quand cette confiance forcée est récompensée, ça nettoie notre cynisme. Ça restaure la foi en l'humanité de façon hyper concrète. Bien plus qu'un beau discours théorique. C'est impossible de rester cynique quand tu dépends d'un passant pour trouver ton lit ou éviter de t'empoisonner au dîner, tu vois. Ça réinitialise notre émerveillement face à la gentillesse gratuite. Un truc que notre illusion d'indépendance a tendance à anesthésier. Mais bon, une fois que cette grosse barrière tombe, que l'autre devient un allié, le voilage devient hyper intime. Le bruit de survie s'estompe. Et là, il reste plus que soi-même. Face au vide, ouais. C'est l'aboutissement de l'aventure de Lucas. L'épisode nous offre une image limite cinématographique. Raconte. Lucas est seul, le soir, au sommet d'une colline qui surplombe Séoul. La mégalopole bouillonne en bas, mais là-haut, c'est le silence absolu. Le moment de cristallisation. Ouais. Il décrit un moment suspendu où une pensée très claire résonne. T'es venu seul jusqu'ici, t'as géré, t'es capable. Et il faut bien mesurer le poids de ce « t'es capable ». Au quotidien, on est inondé de mantras de développement personnel bidon. Et confiance en toi. Voilà, mais ça sonne creux parce que ça s'appuie sur rien. La réalisation de Lucas sur cette colline, c'est pas la méthode Coué. C'est forgé dans le concret. Son cerveau a enregistré l'épreuve. Il s'est perdu, il s'est retrouvé, il a affronté un menu hostile, il a survécu, il a créé du lien sans prononcer un mot, Il a recablé ses réseaux neuronaux, en fait. il a repoussé la limite de ce qui est possible pour lui. Et ce qui rend la fin de cette source audio si forte, c'est l'honnêteté de Lucas. Sofiane lui demande si, après tout ça, la peur disparaît pour de bon. Et il dit que non, j'imagine. Non, il vend pas de remède miracle. La peur est toujours là. On n'éradique pas l'anxiété. On apprend à avancer avec. Et ça m'évoque une analogie que j'adore. Je t'écoute. L'habitacle d'une voiture pendant un long trajet de nuit. Quand on sort de sa zone de confort, on ouvre la portière et la peur s'invite direct. Le réflexe, c'est de vouloir l'enfermer dans le coffre, non? Exactement, pour plus l'entendre. Mais si on fait ça, elle va cognir, faire du bruit et nous distraire dangereusement. Alors que fait Lucas? Il laisse la peur s'asseoir sur le siège passager. Elle devient le copilote. On accepte sa présence. Elle a le droit d'être là. Elle peut même pointer un danger sur la route. Mais la règle absolue, non négociable, on lui laisse jamais, sous aucun prétexte, poser les mains sur le volant. Cette image est géniale pour illustrer le vrai courage. L'absence de peur, c'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Ou de la stupidité. Le courage psychologique, c'est l'action maintenue malgré la peur. En l'acceptant sur le siège passager, on désamorce sa paralysie. Lucas ne pense pas que tout sera facile maintenant. Non. Mais il sait que même dans l'inconfort total, il a les ressources pour s'adapter. Cette plasticité mentale, ça redessine son identité pour toujours. C'est un message d'une puissance universelle qui dépasse largement un voyage en Asie. L'enregistrement se clôt sur un constat. C'est vain d'attendre que tout soit parfait pour se lancer. Le concept d'être prêt, c'est une illusion. L'action est ce qui nous prépare. Le désir d'être préparé, c'est souvent juste de la procrastination déguisée. Pour éviter la douleur de grandir, ouais. La Corée du Sud de Lucas, c'est une métaphore pour n'importe quel territoire inexploré. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce territoire inexploré prend 1000 formes. Pas besoin de traverser le globe. Ça peut être un changement de carrière qui donne des sueurs froides, Ou mettre un terme à une relation qui s'étiole. ou même reprendre des études quand la société dit qu'il est trop tard. C'est l'acte de faire basculer ce harnais de sécurité, d'accepter le vertige de la chute. S'exposer à l'inconfort de pas savoir pour découvrir ce qu'on peut apprendre. Se réapproprier sa vie, quoi. La vraie question, c'est comment intégrer ça sans faire une thérapie de choc aussi extrême? Comment on microdose l'inconnu dans le routine? C'est exactement là-dessus qu'on va laisser l'audience réfléchir. Si nos limites se nourrissent de nos habitudes bien confortables, De ce GPS qui nous guide tous les jours, eh bien, dans quel mauvais métro du quotidien on devrait oser se perdre dès demain? Parfois, choisir la mauvaise direction, c'est la seule façon de se découvrir vraiment.